Donc déjà, on va parler de Archegos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Archegos? Pour faire très très simple, et pour ceux qui arrivent, il faut bien vous dire, Archegos, c'est ce qui a provoqué le sell-off massif sur les valeurs tech la fin de semaine dernière et le début de cette semaine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous expliquer. On va repartir du tout début. Pourquoi on fait ça? Parce que pour bien comprendre la finance, il faut vraiment voir que la finance, c'est aussi de l'histoire. Il faut des fois aller très loin dans le passé pour comprendre pourquoi les choses se sont mises en place comme ça maintenant et pour pouvoir en comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants de la situation des choses. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Archegos, c'est un hedge fund qui est devenu un family office. Archegos, c'est un hedge fund qui est dérivé du hedge fund de Tiger Management. Donc en fait, Tiger Management, c'est quoi? C'est un des tout premiers hedge funds fondé par Julian Robertson. C'est un hedge fund qui a fait faillite en 2000. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prévu la crise financière sur les technologies un peu avant l'heure. Donc il faut savoir que c'est un très grand nom des hedge funds, Julian Robertson. C'est lui d'ailleurs qui a formé beaucoup des super managers qu'on voit à l'heure actuelle sur le marché. En fait, il faut bien comprendre quand vous investissez sur des valeurs de croissance, ce qui est le cas, c'est beaucoup des gérants qui ont émergé ces dernières années, il se passe un phénomène assez simple, c'est que comme une valeur de croissance, ça ne vous verse pas de dividendes ou ce genre de choses, votre plus-value, elle vient de l'évolution du cours. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que soit vous vendez des actions, soit si vous ne vendez pas des actions, bah en fait, votre titre qui réussit, il va être de plus en plus important dans votre portefeuille, et vous n'avez pas forcément envie de le vendre parce que vous ne savez pas forcément si c'est le haut du bull run. Typiquement, Amazon, il y a beaucoup de gens qui diraient qu'il faut le vendre, qui disent que ça fait 10 ans qu'il faut le vendre, et en fait, ça fait 10 ans qu'il ne faut pas le vendre. Mais du coup, le problème que vous avez, c'est que, typiquement, si vous le détenez depuis 20 ans, et que à l'époque ça pesait, je sais pas, 0,5% de votre portefeuille, maintenant il est sûr que ça pèse pas 0,5% de votre portefeuille, mais que ça pèse plutôt 15 ou 20%. Donc forcément, le problème que ça fait, c'est que dès qu'Amazon va bouger, entre guillemets, la valorisation de votre portefeuille, elle va bouger excessivement. Et ça, en fait, en tant que particulier, c'est quelque chose que vous pouvez encaisser, c'est ce qu'on appelle le drawdown. C'est-à-dire, vous pouvez accepter que votre portefeuille, il varie de 5% par jour. Le problème là, c'est en étant un professionnel. Quand on est un professionnel, ce drawdown, c'est un gros risque parce que ça peut faire fuir les investisseurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez un gros drawdown un certain jour, que les investisseurs fuient, en fait, ça enclenche un effet qui va pousser à vous vendre des actions. Vous allez les vendre au moins bon moment possible. Et en fait, vous allez accuser beaucoup de pertes sans pouvoir profiter de la reprise. Et ça, c'est un peu dangereux. Donc, ce que vous comprenez, c'est que déjà, les bébés tigres, ils sont tous sur les mêmes actions. Donc déjà, vous pouvez vous dire que s'il y en a un qui a un souci, ça va forcément entraîner les autres parce que du coup, vous entraînez sur ces actions. Donc on va continuer. Donc ce qui se passe là, c'est ça. C'est vous avez en gros le nombre de positions qui se ressemblent entre Coatue et Tiger Global Management, qui sont deux fonds qui sont issus justement de Tiger Management et qui sont des bébés. Des bébés tigres. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de positions qui se ressemblent. Et ces positions qui se ressemblent, en fait, vous voyez que c'est des grosses sociétés et forcément, c'est un risque. Parce que ça veut dire que s'il y en a une d'elles qui a un souci, ça va entraîner tout l'univers des bébés tigres. Et en fait, vous avez vraiment une réaction en chaîne qui se met en place et qui est très très dangereuse. Et en plus, vous avez autre chose, c'est quand un bébé tigre investit dans une des sociétés, qu'il est le premier, en fait, il va créer plus ou moins de l'alpha. Et si les autres qui ont un portefeuille qui lui ressemble décident de ne pas investir dessus, le risque qu'ils ont, c'est de sous-performer. Parce que s'il a fait un bon choix, donc en fait, vous avez un phénomène d'entraînement et de recopie, c'est-à-dire tous les fonds liés à ces bébés tigres, ils ont des positions en commun et ils se suivent les uns les autres pour essayer de reproduire la performance l'un l'autre et pas se faire doubler par un des bébés tigres. Donc en fait, vous avez un esprit de trade en meute qui se met en place, et ça c'est très dangereux. Cette année en France, vous avez beaucoup de gens qui ont fait ce qu'on appelle du trend following. Il faut bien vous dire que dans le trend following, le principe du trend following, c'est quoi? C'est on va acheter une société qui est en hausse. Le problème de ça, c'est que vous achetez
à peu près tous les mêmes sociétés, parce qu'en fait, vous avez des algorithmes qui vous disent cette société elle est intéressante, cette société elle n'est pas intéressante, elle a un bon trend, elle a un mauvais trend. Si vous ne faites pas un travail d'identification de la valeur fondamentale de la société, ce qui se passe, c'est que vous voyez une société X qui a un bon trend, vous investissez tous dessus. Il y a quelqu'un, pour créer encore plus de delta que vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir son capital, puis il va aller voir le banquier ou les autres et il va dire je veux que tu me prêtes des titres en plus parce que c'est une super action en trend following, donc je veux en acheter plus. Comme lui, il va en acheter plus, il va faire monter la société. Il y a d'autres gens qui vont arriver derrière et qui vont dire oh le trend il est super fort sur cette société, donc ils vont en acheter tout. Sauf que dès que vous arrivez au moment où ça se retourne, ce qui se passe, c'est que les derniers qui sont rentrés, s'ils sont rentrés avec du hedge, ben ils vont être contraints par la banque de liquider et ça peut très très vite descendre. Très très vite descendre. Généralement, on dit qu'on monte par l'escalier et qu'on descend par l'ascenseur. Et ben c'est un peu ça. Et donc ça, il faut faire vraiment très très attention parce qu'en fait, là où en 2000 ou en 1990 ou même en 2010, l'information elle circulait très peu, c'est-à-dire vous aviez très peu de gens qui avaient l'information et ça mettait un peu de temps. Là, en fait, ce que vous voyez, c'est que la stratégie que vous développez, vous, et la stratégie que les hedges développent, tout le monde le sait quasi en temps réel. C'est-à-dire que quand Melvin fait un mouvement, quasiment tous les brokers de la planète sont au courant à quelques heures plus tard. Parce qu'en fait, tout le monde est suivi. Il faut bien vous dire que vous, quand on vous dit si vous investissez avec Robinhood, on vend vos trades. Mais en fait, tout le monde vend les trades de tout le monde. C'est-à-dire c'est un open book. Vous n'avez pas forcément accès aux données de ces gens-là, mais pourquoi? Parce que c'est des données qui valent un peu cher et parce que vous n'avez pas le temps entre guillemets de créer des stratégies pour vous mettre à la place de Melvin, parce que c'est pas avec votre petit capital que ça va faire quoi que ce soit si vous vous mettez à la place de Melvin. Mais il faut bien vous dire que si vous voulez vraiment les datas, vous les avez. C'est-à-dire les datas comme je vous mets là pour Melvin, c'est des datas qui sont publiques et vous les trouvez assez facilement. Donc, il faut bien vous dire que dans ce système de marché à l'heure actuelle, tout le monde est au courant du mouvement de tout le monde de manière assez proche, et donc vous avez une volonté des acteurs et une stratégie qui se met en place qui est de contrer le coup d'échec du voisin, et ça peut être très 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 rapide. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, le fonds dont on parle, il est arrivé un peu tard sur Viacom. Il est arrivé avec la hausse il est arrivé en décembre en fait. Et en fait, ce fonds, ce qu'il a fait, c'est que pour rattraper le fait qu'il soit arrivé en début janvier, fin décembre, et donc un peu après la hausse, et qu'il en ait acheté durant tout le Q1, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est hedgé. C'est-à-dire pour créer de la performance, il s'est dit, je vais emprunter du stock à mes brokers pour créer encore plus cet effet d'appel comme il y a eu sur GameStop, et ça va faire monter le titre Viacom, et il l'a fait sur d'autres titres qui étaient shortés. Et donc en fait vous faites exploser le cours de bourse. Le problème c'est où est-ce que vous allez vendre. Parce que le problème de ça c'est qu'en fait comme vous êtes un acteur qui emprunte beaucoup de titres et qui fait monter le cours de bourse, bah, le problème c'est que le jour où vous voulez vendre, vous allez devoir vendre beaucoup. Et comme vous êtes un des gros acheteurs, les gens sur le marché ils vont savoir qu'un gros acheteur est passé vendeur et ils vont se poser des questions. Donc le problème de la bouilloire c'est toujours la même chose. C'est facile de faire une bouilloire et de faire monter beaucoup les titres, mais c'est très difficile d'aller distribuer après le papier à d'autres acteurs et de ne pas faire exploser la bouilloire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est sur ce genre d'action qui monte de façon très rapide d'un seul coup, parce que des fois, vous pouvez pas vraiment savoir quand est-ce que ça va terminer. Et des fois, il vaut mieux regarder l'histoire s'écrire et se dire bah, j'ai pas fait d'argent et c'est pas grave, plutôt que d'investir et de se dire je sais pas trop bien où les gens vont acheter et vendre et comment les gens vont se passer. Et donc ce qui s'est passé sur Viacom, c'est que du coup Archegos, ils avaient un gros levier sur Viacom, et en fait Viacom, ce qui s'est passé, c'est que comme l'action est beaucoup montée, le 22 mars, ils ont annoncé une augmentation de capital. Et en fait, comme ils ont annoncé cette augmentation de capital d'un peu plus d'1 milliard de dollars, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en fait le titre, il a baissé. Et en fait, comme Archegos était largement leveragé, c'est-à-dire il avait un levier de 6, et vous comprenez bien que le levier de 6 c'est déjà important. C'est pour ça que par exemple tous ceux qui sont sur les cryptos avec un levier 50, 100 ou 200, c'est des gens, il faut qu'ils aillent au casino quoi. C'est pas de l'investissement. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre avec des leviers comme ça. Déjà, quand vous êtes à levier 2 ou 3, c'est déjà vraiment important. Donc il faut faire très très attention à votre levier.
Donc en fait, Archegos, c'était un levier 6, généralement, entre 5 et 6. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Viacom a fait son augmentation de capital, ça a fait baisser le titre Viacom, mais comme en fait Archegos était avec un effet de levier sur Viacom, bah, le décalage à l'ouverture a été tel que ça a enclenché chez les brokers un appel de marge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme maintenant vous êtes de plus en plus de systèmes d'options, bah en fait vous avez des brokers et vous avez des grandes banques qui ont décidé d'être très très agressives. C'est-à-dire elles vous donnent de l'effet de levier sans grand souci, mais par contre si vous avez $1 d'appel de marge, tout de suite elles vont saisir ils vont saisir vos titres et ils vont les vendre. Le problème de ça, c'est qu'en fait quand vous êtes un acteur comme vous et moi, bah, la banque elle saisit vos titres, elle les vend et c'est pas grave. Et tout le monde s'en fout que Arthur Toss il soit fait défoncer par son appel de marge. Par contre, si vous êtes un fonds qui a des appels de marge chez plusieurs banques différentes, bah en fait la première banque qui va vendre une partie de votre book d'actions, bah elle va enclencher un mouvement que les autres banques derrière vont être obligées de prendre, et c'est l'effet boule de neige, et ça peut aller très très rapidement. Vraiment, ça va être très très rapide. Je vais vous l'expliquer en détail vraiment un peu plus tard. À 9h, Goldman Sachs rappelle les contacts et dit en fait c'est plus ce que je vous ai dit, mais j'ai du Baidu pour 3,7 milliards, j'ai du Tencent Music pour 1,76 et j'ai du VIP Shop pour 1,1 milliard. Donc en fait, à ce moment-là, vous avez un problème, c'est que les acteurs se disent mais combien il y a à vendre au final? Et là, en fait, vous avez le premier problème de la bourse. C'est le problème de la rumeur. Donc en fait, la rumeur, c'est quoi? La rumeur qui se met en place à 9h, c'est-à-dire à l'ouverture des marchés, c'est qu'en gros, il y a 3 acteurs possibles qui peuvent entraîner ce mouvement de marché. Vous avez Archegos, qui est devenu un fonds spéculatif, mais entre guillemets aux mains de quelques-uns, donc un family office spéculatif, qui est très loin des family office qu'on voit aux États-Unis ou en France, ce genre de choses. Mais c'est vraiment c'est une sorte de family office issu des hedge funds et c'est la pire chose qu'il puisse y avoir en bourse. Ce que vous avez d'autre, c'est quoi? Et ça, c'est beaucoup plus grave. C'est vous avez des acteurs chinois qui disent en fait c'est le Parti communiste chinois qui liquide les assets de Jack Ma parce qu'ils vont éliminer Jack Ma. Donc là, vous avez des gens qui se disent ça peut être grave, c'est vraiment problématique si on liquide les assets de Jack Ma. Et vous avez d'autres rumeurs de marché, ça c'est des rumeurs qu'il y avait plutôt à Tokyo, c'est quoi? C'est SoftBank qui a fait beaucoup de paris sur les techs, bah, ils sont en train de se faire liquider par leur banque et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire tout ce que SoftBank détient est à vendre et ça va s'écrouler. Et donc du coup vous comprenez bien que là le problème c'est que tant que le marché sait pas exactement qui fait quoi et comment, ouais c'est 20 milliards d'actifs. C'est comme le marché sait pas qui fait quoi, comment et pourquoi, bah entre guillemets chacun va lancer des manières de faire et va se dire mais si c'est Jack Ma, qu'est-ce que ça fait sur le marché? Si c'est SoftBank, qu'est-ce que ça fait sur le marché? Et donc en fait là vous n'avez pas de limite parce qu'en fait vous n'avez plus de confiance. Il faut bien comprendre qu'en bourse, la première des choses qu'on vient chercher dans le marché financier, c'est quoi? C'est la confiance. Si les acteurs entre eux ils ont plus de confiance, vous avez absolument plus d'échange en fait sur le marché. Parce qu'en fait, ce qui fait que vous allez acheter un titre à quelqu'un d'autre, c'est que vous avez la confiance que cette personne va vous payer et que vous qui achetez le titre, vous avez confiance que la société en dessous, elle est bonne ou que du moins, vous pensez qu'elle va faire une plus-value. Là, en fait, vous vous dites que si SoftBank fait vraiment faillite, bah, qu'est-ce que ça vaut les actions de SoftBank? Qu'est-ce que ça vaut les actions des sociétés dont SoftBank a SoftBank a des billes dedans et tout, et vous savez pas du tout. Et c'est très difficile de valoriser, du coup, ces actifs. D'accord? Donc en fait, c'est ce qui se passe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à 9h30, donc les marchés américains, ils ouvrent, d'accord? Et les bids, en fait, les blocs, ils sont tellement gros qu'ils n'ont pas trouvé tous preneurs. Donc en fait, là, c'est très grave. Parce qu'en fait, généralement, quand vous vendez un bloc comme ça, vous le vendez avant marché. Et si vous n'avez pas fini de vendre vos blocs avant l'ouverture du marché, ça veut dire qu'entre guillemets, vous allez le vendre sur le marché. Et vous allez vendre un peu n'importe comment. Parce que c'est le problème des blocs comme ça, c'est quand vous avez des blocs à vendre comme ça, et ben généralement, vous êtes pressé de vendre.
et donc vous allez vendre n'importe comment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde commence à se dire, bah faut shorter les actions où il y a des blocs. Mais en fait, il se passe quelque chose, c'est que tous les brokers américains, ils se disent, ah bah non, ça c'est pas ok. Donc ça veut dire que si vous vouliez shorter du Baidu chez Morgan Stanley ou chez Goldman Sachs, vous ne pouviez pas shorter du Baidu chez Morgan Stanley et Goldman Sachs. Le problème, c'est que si vous étiez par contre chez Commerzbank, bah, jusqu'à à peu près 9h40, vous pouviez shorter du Baidu. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques qui n'étaient pas liées à Archegos, elles se sont fait hold up parce qu'en fait, tout le monde est venu essayer de créer et d'acheter des outils pour spéculer à la baisse sur les sociétés qui étaient ciblées. Certaines banques n'ont pas réussi à faire court-circuit assez tôt. Donc vous allez avoir des banques qui ont des produits de levier assez importants qui vont se faire avoir même si elles n'étaient pas liées à Archegos. Et donc ça vous explique la complexité du monde bancaire. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour une banque de savoir où se situe son risque et de l'analyser en temps réel. Parce qu'un risque financier, ça, sur les marchés financiers comme ça s'analyse en temps réel, à la microseconde. Donc en fait, quand Société Générale crée des puts ou des calls, elle est obligée d'analyser à la seconde son risque de marché. Et le problème, c'est que s'il y a une information qu'elle n'a pas en temps réel, et ben en fait, son risque de marché, il peut être complètement complètement non lié à son risque de gain. Et en fait, elle va faire des pertes considérables. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'actions bancaires qui se traitent assez bas, de manière assez basse, parce qu'on ne sait pas très bien quel est le potentiel à long terme de gain. Par contre, on sait que n'importe quand demain, Société Générale peut vous annoncer qu'elle s'est fait défoncer sur les marchés et qu'elle a perdu 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards.